Alors, c'est intéressant parce que si on regarde un enfant, avant qu'il soit pétri, formé, voire même déformé par une éducation, et je ne jette pas la pierre aux parents, chaque parent fait vraiment ce qu'il peut, et avec aussi son niveau de conscience. Euh, mais avant même d'être pétri par une éducation, aussi par une culture, par l'école quand même, il faut le dire, par tout le contexte environnemental qui va nous pousser par inconscience à aller chercher en fait la confiance à l'extérieur, à essayer d'aller grappiller des résultats, des réussites, des preuves, à être validé par l'autre, etc. Et ça fait partie quand même du jeu, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de nier ces aspects-là. Mais effectivement, les enfants ont naturellement, j'ai envie de dire, un état d'être. Un état d'être qui va être confiant, entre autres. Un état d'être qui va être aussi joyeux, qui peut être de nature plus ou moins sereine, enthousiaste, etc. Et cet état d'être-là, avant qu'un enfant soit pardon, un peu dénaturée par tout l'environnement et c'est pas la famille qui dénature le plus, mais elle en fait partie et on se le trimballe de génération en génération et vraiment on fait ce qu'on peut en tant que parent. Mais avant ça, effectivement, il y a ce climat intérieur que peut dégager un enfant au naturel. Et puis petit à petit, on va lui dire fais attention, tu vas tomber, attention, etc. Et puis il y aura peut-être un petit peu moins de spontanéité, et puis les choses vont se mettre en place. Donc pour répondre à ta question, là je vais aborder un sujet qui pourrait être très 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 long. Je vais essayer quand même de vous donner des pistes. Oui, il est important d'identifier éventuellement les limitations interne que l'on se met soi-même, on va dire à l'âge adulte, hein, quand on peut cheminer intérieurement et travailler sur soi. Et quand je dis travailler sur soi, il n'y a rien de besogneux. Ça demande effectivement une certaine discipline et un certain élan, une aspiration profonde et un sens profond à le faire. Mais par contre, voilà, ça peut se faire dans la joie et dans la légèreté. Euh, donc, il va y avoir d'abord identifier les blocages intérieurs interne. Donc, il y en a plusieurs. Il va y avoir notamment ce qu'on appelle les croyances limitantes. Pour aller débusquer une croyance limitante, ça peut être intéressant d'écouter vos propres mots, d'essayer d'écouter à travers ou au travers de votre langage les phrases que vous pouvez vous répéter du type trop nul ou je suis pas assez bonne ou les autres vont me juger ou je vais échouer alors autant ne pas essayer ou euh, qu'est-ce que je suis bête. On se le dit tous, hein, plus ou moins, hein. Ça peut être vraiment un pli de fonctionnement d'ailleurs, une habitude. Donc il va y avoir ce type de phrases un petit peu récurrentes qui nous sabrent et qu'on se dit nous-mêmes. Elles sont vraiment le résultat ou l'émergence ou la partie émergée de nos croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, il y en a pléthore. Je ne vais pas tout développer ce soir, hein. Je vous donne le goût et je vous donne les différentes clés qu'on peut aller investiguer. Ensuite, il y a le fait d'observer, pour lever nos blocages, hein, d'aller observer nos comportements qui vont être des comportements, on va appeler ça d'auto-sabotage. Donc, il y a notamment l'évitement, le perfectionnisme, le besoin bien sûr d'être validé par autrui, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne vais me mettre en mouvement que si j'ai l'accord d'eux, par exemple. Il y a la procrastination. Alors, étant donné que je suis spécialiste des hypersensibles et des hauts potentiels, je dirais que pour ce public haut potentiel et hypersensible, la procrastination est très particulière. On ne peut pas considérer qu'elle est uniquement un frein euh, ou un comportement d'autosabotage. Parfois, elle peut être un levier. Mais ça, j'y reviendrai plus tard si vous avez des questions là-dessus. Euh, pour les personnes qui n'ont pas les caractéristiques
haut potentiel et hypersensible. Là, par contre, oui, la procrastination, le fait de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, est un réel frein puisque c'est une forme d'évitement. On va avoir ensuite le fait d'identifier les peurs qui nous agissent, les complexes éventuels qui pourraient être sous-jacents à nos actions ou à notre non-action. Donc, je vous donne quelques exemples. Alors ça, logiquement, ceux qui sont haut potentiel et ou hypersensibles connaissent bien le sentiment d'être un imposteur, c'est-à-dire ce complexe de l'imposteur qui fait que même quand on réussit, on a l'impression que cette réussite ne nous appartient pas réellement et qu'on a juste réussi à donner le change de manière un petit peu superficielle et que ça a suffi pour que ça fonctionne. Euh, Ensuite, il peut y avoir le fait de se comparer en permanence, c'est-à-dire notamment en ayant le sentiment d'être inférieur aux autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. On peut avoir la même chose dans un complexe de supériorité qui va nous amener aussi, dans certains cas, quand il y a une sorte de complexe de supériorité, oh là là, les autres sont moins et donc je vais avoir tendance à me ratatiner sur moi-même. On va avoir tendance dans ces cas-là à porter ce qu'on appelle un faux self. Le faux self étant un masque de suradaptation qui va venir se placer un petit peu malgré nous, de manière quasi inconsciente, et qui va être là pour assurer à notre moi égotique intérieur qu'on va quelque part être conforme au grand nombre, conforme au groupe auquel on appartient, conforme à la norme, et que du coup, on aura plus de chances d'être accepté, alors qu'en étant dans notre singularité, on pourrait imaginer déranger et du coup être éventuellement rejeté. Alors, ce que je viens de dire là amène aussi, ça me permet aussi de faire la transition. Dans les complexes, dans les peurs, on va avoir aussi des ressorts à l'intérieur de nous qui sont liés à des blessures. Alors, certaines d'entre vous connaissent probablement les 5 blessures, dites 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui a énormément participé à démocratiser et à voilà, rendre beaucoup plus accessibles ces blessures-là. Il faut savoir que à partir du moment où nous naissons, nous avons, je souris, mais on le vit pas avec sourire, hein. J'essaie juste de mettre un peu de légèreté. À partir du moment où nous naissons, en fait, d'emblée, nous avons une blessure qui est cette impression de, voilà, soit blessure d'abandon, soit blessure de rejet, puisque paf, on est catapulté dans cette existence et qu'on n'est plus à l'intérieur du ventre de notre maman. Euh, Toutes les blessures que l'on peut relever, notamment dans les 5 blessures de l'âme que je vais repréciser derrière, sont des blessures que l'on peut tous avoir à l'intérieur de nous en plus ou moins grande proportion. Voilà. Gardez à l'esprit que on ne guérit pas de ces blessures-là et qu'il faut plutôt les voir comme une occasion dans notre scaphandre, dans nos conditionnements et une occasion dans notre armure habituelle d'avoir une sorte de fente qui laisse passer la lumière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos blessures ne sont pas faites pour être guéries, elles sont faites pour être, comment dire, acceptées d'une certaine manière ou accueillies et intégrées à l'intérieur de nous comme si on avait la capacité de s'adapter par rapport à ces blessures-là et de les intégrer en fait dans notre conscience, mais aussi dans notre mode de fonctionnement pour que nous ne soyons plus en réaction
avec ces ressorts qui sont ces blessures, mais plutôt que nous ayons la capacité de faire vraiment avec. Donc, je dis ça, c'est un petit peu à contre-courant de euh, certains, certaines dynamiques de développement personnel. Là, on va être plutôt dans une dynamique de connaissance de soi, et la connaissance de soi, elle accueille aussi l'inconfort. Voilà. Donc, on n'est pas dans une recherche d'aller gommer coûte que coûte. Oh purée, j'ai telle et telle blessure. Oh, je me rends compte que mais j'ai aussi telle blessure, mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et en fait, on peut très bien vivre avec. Voilà. Il ne s'agit pas de chercher à les gommer. Il s'agit plus de chercher à vivre avec et vraiment de venir les épouser dans à la fois l'inconfort qu'elles créent, mais aussi dans ce qu'elles vont permettre en termes de prise de conscience. Voilà. Nous sommes profondément humains. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Humain, ça vient de humus. Ça veut dire que nous appartenons à ce monde terrestre qui est un monde de dualité. Une recherche d'harmonie serait profondément vaine, en fait. Ça serait vain d'imaginer qu'on va, dans l'incarnation, être dans une harmonie parfaite, dans un état de confort parfait, etc. Donc, si jamais c'est nouveau pour vous d'entendre ce discours, désolée parce que ça vient peut-être un petit peu, voilà, faire grincer certaines choses, mais en même temps, ça va vous faire gagner un temps dingue. Et je vais m'attarder maintenant sur cette deuxième partie, toujours à dépasser, à vous accompagner, à voir comment on peut dépasser, pardon, ou déplacer, peut-être, non, dépasser plutôt, certains de nos blocages. Donc, il va y avoir la remise en question de nos croyances limitantes. J'en ai parlé un peu plus haut. Euh, et je donne l'exemple de ce qu'on appelle la méthode le travail avec un T majuscule de Cathy Byron. Donc c'est Byron. Euh, donc ce qu'elle appelle cette méthode le travail de Cathy Byron, c'est vraiment une méthode qui va permettre d'aller en profondeur et progressivement dézinguer nos croyances limitantes, c'est-à-dire ces pensées qui nous limitent, qui nous rétrécissent notre champ d'action, notre champ de pensée, euh, et qui font que on est totalement conditionné par celle-ci. Donc ça, c'est un premier levier. Un autre levier, ça va être de changer son dialogue intérieur. Regardez bien que même quand nous sommes seuls, nous avons un dialogue entre une part de nous-mêmes et une autre part de nous-mêmes. C'est pas du tout de la schizophrénie, c'est pas du dédoublement de personnalité. On a réellement un dialogue avec nous-mêmes. D'ailleurs, un des deux protagonistes dans ce dialogue va être notre mental. Le mental est vraiment la partie rotor chez l'être humain qui peut partir en boucle d'une part, mais aussi qui va avoir tendance à voir le verre à moitié vide, qui va avoir tendance à se comparer aux autres, qui va avoir tendance à être juge de soi-même et un juge plutôt qui sabre. Et donc, il va y avoir, si j'en reviens à cette deuxième piste qui est changer son dialogue intérieur, il va y avoir une attention toute particulière à venir poser sur comment je me parle, quand je me parle à moi-même, comment je me parle. Est-ce que je me parle comme je pourrais parler à mon ou ma meilleure amie, ou est-ce que je me parle avec un ton critique? Est-ce que j'ai tendance à me sabrer, à me dire des mots qui sont pas très corrects? Moi, je me rappelle, alors je suis beaucoup moins là-dedans, même si je travaille toujours, hein, comme je dis à chaque fois, je reste ma première cliente, mais je me rappelle beaucoup plus jeune, dès que je faisais une erreur et qui était simplement liée à un manque d'attention ou au fait que je faisais trop de choses en même temps, j'avais tendance à me dire oh là là, je suis bête ou qu'est-ce que je suis con. Vous voyez, ce genre de mots d'oiseau qu'on utilise pour nous-mêmes et qui vraiment nous sabrent et qui sont des litanies, c'est-à-dire vraiment des répétitions, des chants
répétitifs que l'on va avoir dans notre quotidien. Eh bien ça, c'est très important de s'arrêter là-dessus et d'essayer progressivement de changer ce dialogue intérieur puisque ce sont les premières choses que l'on entend de nous-mêmes avant même que l'autre échange avec nous. Ensuite, alors je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais du coup, je pourrais peut-être pas vous dire tout ce que j'ai préparé, mais c'est pas grave. Il y a le fait de passer à l'action malgré la peur. Alors, dépasser ces blocages, c'est quoi? C'est se dépasser soi-même. C'est-à-dire que je dis souvent, par rapport à nos peurs, l'invitation, c'est de venir danser le tango avec nos peurs. Si j'avance d'un pas, vous verrez, si vous avancez d'un pas dans la direction où il y a une peur, eh bien, vous verrez que la peur va reculer. Si par contre, vous faites un pas de recul, bien évidemment que la peur va prendre du terrain et que la peur va avancer et qu'elle va grignoter votre terrain de jeu. Donc ça, c'est important aussi, passer à l'action malgré la peur. Ensuite, il peut y avoir un autre levier, c'est se concentrer sur ses réussites. Je dis souvent à ma clientèle, ce sur quoi je pose mon regard et mon attention, je vais lui véhiculer mon énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pose mon regard et mon attention en permanence sur ce que je considère être des échecs ou des choses inachevées ou des choses qui ne sont pas conformes à ce que j'aimerais, à mes désirs, à mes propres exigences d'ailleurs, eh bien, je vais nourrir des aspects de moi-même qui vont faire un effet loupe et cette attention, pardon, va faire un effet loupe et je vais du coup voir un petit peu, vous savez, comme sur ces glaces grossissantes où on voit le poil qui dépasse ou l'espèce de petit bouton qui vient de pousser et on ne voit que ça. Eh bien, se concentrer sur ses réussites, c'est faire tout l'inverse. C'est aller se concentrer sur ce qui va bien, c'est aller se concentrer sur les aspects où je suis sécure, c'est aller se concentrer sur des aspects qui vont me valoriser aussi. La première personne qui a à se valoriser à nos yeux, bah, c'est quand même nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de se concentrer sur ses réussites. Ça n'empêche aucunement de continuer à avancer. Je ne parle pas de complaisance, je ne parle pas de porter des lunettes roses et de voir que tout est beau et qu'il n'y a que du beau. Je parle juste déjà de poser un socle à l'intérieur de soi qui va faire que on reconnaît notre valeur. Ça, c'est important et qu'on reconnaît peut-être aussi en regardant quelques secondes dans le rétroviseur tout ce qu'on a dépassé, tout ce qu'on a gravi comme montagne, tout ce qu'on a réussi, tous ces changements qu'on a su opérer avec les moyens que l'on a, puisque ça, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école. On nous apprend pas ni l'intelligence relationnelle, ni l'intelligence émotionnelle, ni à se connecter à soi-même. Donc autant vous dire que la qualité de relation qu'on peut avoir avec soi-même, c'est un truc qu'on apprend sur le tas. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment quelques clés pour répondre à ta question, du coup, Elodie, sur bah, comment on peut identifier et dépasser nos blocages. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais voilà, j'ai décidé de vous parler de ça ce soir.